Strangers in the region. Nous on les connaît. Ok, au moins ils nous connaissent pas. Ils vont nous connaître. Ils vont voir qui on est. Yeah. قدموا واحد المقابله رغم المقابلات كثرت المقابلات الحمد لله قدمنا واحد المقابله Produit avec le soutien de Royal Air Maroc. الدقة المطلوبة والهدوء المطلوب والعين على الشباك. زياش يتقدم. قادم في القائمة على الأسف والأمور لن تنتهي عند هذا الحد. المشوار سيتواصل مسلسل آخر وكان ممكن أن نحسم الأمور ولكن كرة زياش اسقتي البدني الضايع. هكذا هي نهاية المباراة في 90 دقيقة. This is the time. Romain Saiss is down on his knees praying. And here is the moment. Hakimi is the man who's going to take it. He scored 9 goals for his country. It's his 73rd appearance. Hakimi against Ronwen Williams. This to keep Morocco in the tournament. And the tension will be heightened. The lights being shone by the fans in the stands. Ashraf Hakimi, Ronwen Williams. Who wins this battle? He looks down at the ball. He strikes it. He misses it. Would you believe it? Bienvenue les amis dans un nouveau podcast foot de Radio Ma'ali. Vous venez d'entendre, pour vous plonger dans l'ambiance dramatique de ce podcast, le loupé de Hakim Ziyech contre le Bénin en 2019 et le loupé de Hakimi cette année en 2024 contre l'Afrique du Sud. Ça vous donne le ton. On est en train de parler d'une succession d'échecs du Maroc en Coupe d'Afrique des Nations et on est en train d'essayer de comprendre les raisons. Il n'y a sûrement pas une seule, il y en a peut-être beaucoup combinées. Les raisons qui peuvent expliquer le fait qu'on n'y arrive pas, parce qu'en fait on n'y arrive pas. Et pour ça j'ai convoqué des cerveaux brillants qui doivent nous aider à comprendre ça, à diagnostiquer le mal. Fadel Abdellaoui, salut à toi. Salut Reda. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah, kul shi bikhair. Et à côté de toi, il y a Sofiane. Ça va, Sofiane? Très bien, alhamdoulilah. Sofiane Faisal. Exactement. C'est comme ça qu'il faut le dire. C'est comme ça qu'il faut le dire. Ben, merci d'être venu. On a besoin de discuter avec l'esprit froid. Voilà. La CAN se gagne avec un esprit froid. Je ne sais pas si un podcast réussit avec un esprit froid. Mais avant de commencer à lister les pistes d'explication, je voudrais quand même vous signaler nos performances en Coupe d'Afrique des Nations. Alors voilà, en 57, le Maroc est indépendant, mais il s'inscrit pas à la CAN. En 59, il n'est pas non plus inscrit. 62, il n'est pas inscrit. 63, non inscrit. 65, non inscrit. 68, toujours pas inscrit. 70, on s'inscrit. Alors 70, il faut quand même se rappeler qu'on est en Coupe du Monde. 70, le Maroc est le seul pays africain qualifié en Coupe du Monde. Pourtant, il n'arrive pas à se qualifier à la CAN. En 72, première participation à la CAN, le Maroc termine au premier tour à ex-aequo avec le Congo. Et c'est un tirage au sort qui nous sort des poules. Et ce tirage au sort, on le conteste. Donc on boude en 74, on s'inscrit pas. Donc en fait, la véritable première édition du Maroc, c'est 76 et on la gagne. Voilà, donc déjà ça dit quelque chose. 78, premier tour. Les années 80 sont marquées par une demi-finale. On est troisième en 80. Demi-finaliste également en 86 et en 88. On est sur des CAN à 4. Et ensuite, on est dans un long traversée. Des CAN à 8, voilà. 2 groupes de 4, pardon, tu as raison. Finaliste en 2004. Et ensuite, vous connaissez, premier tour en 2006, premier tour en 2008. Pas qualifié en 2010. Premier tour en 2012. Premier tour en 2013. 2015, c'est l'affaire d'Ebola, donc on participe pas. Quart de finaliste enfin en 2017, c'est le premier tour à élimination directe. On est avec Hervé Renard et éliminé par le but de Karaba. 2019, huitième de finale. 2019, huitième de finale. C'est la première édition avec un tour de plus. Et c'est le penalty de Ziyech. La CAN est passée de 16 à 24. Voilà. 2021, petit événement, on passe un tour. Et on va se rendre compte quand on fera le bilan qu'on a passé que 3 tours à élimination directe. 2 en 2004 et 1 avec Vaïd. Et en 2023, vous connaissez bien la situation, éliminé dès le premier match de ce qu'on appelle les knockout stage. Alors, la première chose j'ai envie de dire, puisque cette longue liste, elle est pénible à déployer, mais elle nous permet déjà de remarquer un truc, c'est qu'on s'intéresse véritablement à la CAN en 70.
n'était pas inscrit avant. En 70, pour information, l'Égypte a déjà gagné 2 éditions, dont une qu'elle a organisée à la maison. Elle a fait une demi-finale en 63, une demi-finale en 70. Donc en vérité, elle a véritablement pris une grosse avance. Au moment où on débarque dans cette compétition, elle a déjà 2 étoiles. Et il y avait d'autres qui en avaient plus. Le Ghana, le Soudan. Voilà. C'est des nations qui avaient... qui étaient au départ de la CAN, c'était des nations qui aujourd'hui on les voit un peu moins, par exemple le Soudan. Mais il y a des pays qui ont gagné la CAN au début, qui avaient de l'avance, même sur l'Égypte. J'aime bien comment vous présentez la chose avec des pays qui ont pris de l'avance sur nous, comme s'ils avaient un autre objectif, c'est d'être au-dessus de l'Égypte. Là, est-ce que je retiens... Mais pas zut, il nous manquait que les deux, en fait, les deux d'avant. Sinon, moi, ce que je retiens sur ton introduction, Reda, mais tu l'as dit d'une manière cool. Pour moi, c'est une info d'une dramaturgie exceptionnelle. C'est un drame. Nous avons gagné que 3 matchs en 60 ans, que 3 matchs à élimination directe. Alors bon, déjà, à notre décharge, il y en avait moins, parce qu'à l'époque, il y avait 2 poules de 4, et ensuite on passait aux demi-finales. Donc si tu passais un match à élimination directe, tu t'es directement... Et la chose intéressante, c'est qu'on a gagné la CAN de 76, où il n'y avait pas d'élimination directe. C'était une poule de 2e tour. Alors moi, je voudrais juste... une des raisons pour lesquelles je parle de l'Égypte, c'est parce qu'évidemment, c'est le maître étalon. Quand on fait nos théories sur les équipes du Nord n'y arrivent pas, on nous sort sans arrêt l'Égypte comme étant le contre-exemple. Et moi, je vais vous poser une question très simple. Le Maroc s'est longtemps intéressé à la Coupe du Monde. Le Maroc a réclamé 5 éditions d'organisation de Coupe du Monde. Il a, en vérité, réclamé 2 CAN. Celle de 2015 qu'il n'a pas organisée à cause d'Ebola, celle de 2025 qu'il va organiser. Même celle de 88 qu'on organise, on le fait en raison des difficultés économiques de la Zambie. Donc d'un côté, tu as 5 Coupes du Monde que tu réclames, d'autre, tu as très peu de CAN. En vérité, est-ce que une des raisons de nos échecs, c'est la première piste que je vais vous proposer, ce que j'appelle la piste priorité ou politique, ou est-ce que vraiment c'était considéré comme important pour nous, en tout cas dans le XXe siècle, dans tout le XXe siècle, j'ai pas l'impression que c'était véritablement une priorité, ni pour les Marocains, et ça je vous en parlerai parce que j'y étais, ni pour les gens qui organisent le foot au Maroc. C'est effectivement une compétition... Contrairement à l'Égypte qui en a fait une... si tu parles du nombre d'éditions organisées, l'Égypte en a organisé 5. Nous, effectivement, jusqu'à présent, on en a organisé une seule, on est... dans le bas du classement, devancé par le Soudan ou le Cameroun ou l'Éthiopie qui en a organisé plus que nous. Donc oui, on ne s'est pas trop intéressé au niveau politique peut-être à cette compétition, mais on s'y est pas vraiment intéressé historiquement non plus sur le public. Moi, j'ai discuté avec des gens avant la Coupe du Monde au Qatar, à qui je disais, notre objectif c'est vraiment, il faut qu'on gagne une CAN. Non, mais ça serait bien qu'on passe un premier tour de Coupe du Monde, tu vois. On a cette idée que briller à la Coupe du Monde, c'est plus valorisant pour nous, et c'est quelque chose qu'on doit aller chercher, un 8e de finale, un quart de finale en Coupe du Monde, ça a plus de valeur que... et à la limite, pourquoi pas ? Est-ce que c'est vraiment faux, ça ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que tu troquerais ta demi-finale de Coupe du Monde contre une victoire en CAN ? Et pourquoi il faudrait les troquer ? Est-ce qu'on n'est pas capable de jouer les deux ? Parce qu'on est obligé, là on a... Oui, bien sûr, c'est la bonne réponse. Oui, mais là, la demi-finale de Coupe du Monde, tu la troques pas contre une victoire, Ouais, le contre-exemple, c'est l'Égypte. Il troquerait bien 3 ou 4 cannes pour un bon résultat. Une victoire. Une victoire. Même en poule. Même en poule. C'est fou. À mon avis, les deux sont 2 événements différents. Le Maghreb a choisi que la Coupe du Monde est quelque chose de plus prestigieux. Pour moi, les deux sont prestigieuses. Moi, je suis plus nuancé sur le public marocain, sur l'intérêt peut-être national, politique. Effectivement, il suffit de voir les premières éditions, on n'a pas participé. La CAN n'était pas importante. Bizarrement, je n'ai pas le contexte d'Yel Daklouakt. On est jusqu'en 68 pas inscrit, quoi. 70 éliminé aux éliminatoires et 72 éliminé sur le tirage au sort. Et ce tirage au sort, excuse-moi, j'insiste. L'histoire est importante. Ouais, c'est-à-dire que si ta première CAN c'est en 72, ça veut dire que tu l'as négligée longtemps. Alors quand tu l'as rejointe, est-ce qu'on l'a fait juste parce que c'était une anomalie qu'il fallait rectifier, ou là parce qu'on voulait en faire quelque chose d'important ? À mon avis, au niveau du public, la première CAN de c'est en 86. En Égypte. Et je me rappelle que c'était quand même un drame, notre élimination en demi-finale. Le futur ministre qui nous met un coup franc. Un coup franc sur ouais. Zeki. En 88 aussi. Et par la suite, peut-être qu'on l'oublie un peu, mais quand la CAN arrive, quand il y a la cérémonie d'ouverture, tous les Marocains, là, ils sont totalement concentrés, ils veulent que leur équipe aille très loin, et on n'y arrive pas. Je ne vois pas le public marocain comme étant, c'est une compétition secondaire. Alors, je vais nuancer mes propos. Compétition secondaire, peut-être pas.
pas une priorité, parce qu'il n'y a pas que le public. Hein. Moi, j'étais à cette CAN 88, je me rappelle très bien. Par exemple, les matchs à Rabat, je me rappelle une demi-finale de tête, Nigeria-Algérie, on devait être 300 dans le stade, c'était gratuit. Hein. Il n'y avait pas grand monde, donc on s'intéresse bien sûr à l'équipe du Maroc, pas tellement à la compétition, et tant qu'on peut la gagner, on y va, après on s'en désintéresse. Mais ça, à la limite, c'est pas le plus important à dire. Le plus important à dire, c'est que il faut mettre ça en parallèle avec les compétitions de clubs, où non plus dans les années 70, on n'y participait pas. Voilà, c'est important à dire, c'est-à-dire les fameuses étoiles du Raja, du WAC, elles sont Phares, arrivées assez tard dans l'histoire. Elles sont arrivées assez tard, elles sont arrivées à partir des années 80, je pense 85, les Phares, on Zamalek, ensuite Raja en 87, 89, mais c'est venu très tard. Ce tirage au sort qui a eu lieu à la première CAN nous a donné l'impression que les choses étaient un peu sous contrôle et qu'elles nous ont échappé. Voilà. On parle sans arrêt de l'arbitrage avec l'Égypte, etc. Et il y a un fond de vérité. Il y avait une véritable emprise de certains pays sur l'organisation, sur l'arbitrage, etc. Et on avait l'impression, en s'en désintéressant, c'était un petit peu le réflexe de quelqu'un qui arrivait un peu le dernier dans la fête et qui a trouvé que tous les postes étaient distribués et qui lutte un peu vaguement pour essayer de s'imposer, mais bon, ça marche pas, donc je rentre chez moi et je m'intéresse à la Coupe du Monde où il y a une véritable passion. Et c'est une passion à la fois politique. Il faut quand même rappeler, bon, même s'il y a une série de podcasts qu'on a consacrés à ça, ce qui s'appelle Mounsakhab, où on raconte comment on a écrit un hymne national pour la Coupe du Monde, etc., etc. Parce qu'en fin de compte, c'est les mêmes adversaires pour y aller. Et cette Coupe du Monde, dans notre tête, est venue un peu remplacer cette compétition dans laquelle on a plongé tellement tard que la mainmise était déjà posée. Enfin, je sais pas, je vous propose ça comme début d'explication parce que je crois vraiment que le début des histoires éclaire les histoires. Là, comme l'enfance éclaire l'âge adulte. Tu peux faire le parallèle avec l'Angleterre et la Coupe du Monde. Toute proportion gardée, on est presque l'Angleterre de l'Afrique. Hein. Oui, c'est-à-dire fort en club. Faible en équipe nationale. L'Angleterre qui a boudé la Coupe du Monde au début, en mode jouer entre vous et moi je prends le vainqueur parce que moi je suis au-dessus et c'est moi le créateur du jeu. C'était un peu ça le mindset des Anglais. Ils se font réveiller, je pense que c'est en 54 ou 53, quand ils se font balayer par la Hongrie de Puskás à Wembley 5-1, je crois. Et c'est là où ils se réveillent, ils se rendent compte que le monde joue au foot et joue mieux au foot qu'eux. Et c'est là où ils lancent tout un programme pour essayer de reconquérir le monde et d'être champion du monde. Donc on est peut-être un peu aussi dans la tête au début. Et encore aujourd'hui, on se voit trop beau pour cette compétition. Et pour rester dans la politique internationale, le Maroc est indépendant en 56, donc la FRMF va être créée tout de suite. Mais il y a beaucoup de pays qui ne sont pas encore indépendants. Par exemple, l'Algérie 62, il y a beaucoup de pays qui vont avoir leur indépendance et leur structure footballistique après nous. Donc au début, et pourtant au début on n'est pas inscrit. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser, comme l'Égypte qui arrivait un des premiers pays à récupérer son indépendance de la part de l'Angleterre, en profiter pour rafler 3-4 étoiles. rafler, tu vois. Il faut savoir que les premières éditions, il y avait souvent 4 équipes, 3 équipes, et c'était une organisation niveau petit tournoi de quartier d'aujourd'hui. Bien sûr. C'est-à-dire que effectivement, elle n'était pas attirante, c'est-à-dire elle n'était pas funky, pas funky, pas sympa. Elle n'avait pas cette connotation continentale dans un contexte mondial. C'était libre-cher qui cherche pendant longtemps. Mais aujourd'hui. Alors moi, juste sur le point que tu as évoqué, Reda, sur le fait que tu étais dans un match où il n'y avait pas beaucoup de spectateurs, et même si c'était gratuit. Alors, la Côte d'Ivoire, il y avait énormément de matchs, dont des matchs du Maroc, où il y avait 10% de capacité du stade qui était utilisé. Ça, c'est un autre sujet. C'était le sujet que l'Afrique, les supporters ne peuvent pas voyager pour des restrictions de visa, ou bien pour l'aspect moyen, et logistique. Pour faire un seul match, il faut voyager 4 jours. Parce que c'est long et les gens ne peuvent pas quitter janvier. Ce n'est pas une période normale de vacances. Donc les gens ne vont pas voyager pendant une période qui n'est pas faite pour voyager. Mais tu as raison, tu as raison. Ce qui fait que les stades étaient toujours vides en CAN. À part quand l'équipe nationale jouait, ou s'il y avait un pays voisin qui jouait, genre Ghana, Togo, Bénin ou Maroc-Algérie. Donc historiquement, la CAN a toujours été comme ça. La vérité, on peut faire le parcours historique, mais à un moment, il faut voir les 20 dernières années. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la CAN 2023. On va rentrer dans le... Mais avant qu'on y rentre, je voulais partager avec vous, comme tu as partagé avec nous, le parcours du Maroc en CAN. Moi, je veux prendre les 10 dernières CAN, les 20 dernières années. Et je vous ai préparé les 40 demi-finalistes de ces 20 dernières années, 10 dernières éditions. Alors, il y a le Ghana 6 fois, sans être champion. L'Égypte 5 fois, en étant champion 3 fois. La Côte d'Ivoire 5 fois, en étant championne 2 fois. Le Nigeria 5 fois,
en étant championne une fois. Cameroun-Sénégal 3 fois en demi-finaliste, chacune une victoire finale. Burkina Faso 3 fois. L'Algérie 2 fois en étant championne une fois. Mali RDC 2 fois. Zambie une fois en allant jusqu'au bout. Et Tunisie, Guinée équatoriale et Afrique du Sud une fois. Dont l'Afrique du Sud, c'est cette édition. Le Maroc 0. Oui, aucune demi-finale. Ouais. Aucune demi-finale. Pourquoi j'ai choisi ce palier demi-finale? C'est pour dire qui sont les équipes qui sont toujours là. Gagner la CAN, on ne va pas la gagner toutes les éditions. Mais au moins, être toujours présent dans le top 4, ou souvent présent dans le top 4, donne une idée du niveau global de ton équipe nationale. On n'y est pas. Et ça peut encore paraître plus bizarre pour les auditeurs les plus jeunes, une équipe qui fait demi-finale de Coupe du Monde et qui n'arrive jamais aux demi-finales de CAN depuis 10 ans. Eh ben écoute, c'est une excellente transition pour le sujet d'après, même si il faut quand même noter que tu as commencé tes statistiques après 2004, juste après 2004. Alors effectivement, ça fait les 10 dernières émissions. Et on passe par une période dramatique, il faut dramatiser il faut pratiquer un peu les chiffres pour... Il faut dramatiser il faut choisir les intervalles qu'il faut. Ouais. Vous faire des statistiques, 10 ans, 40 demi-finalistes, c'est plus simple que 11 éditions, 44 demi-finalistes. Indiscutablement les plus belles 25 minutes de cette première semaine. Dommage simplement que les crampons aient volé bas de part et d'autre. Dans ces conditions, les artistes comme Tinoumi ou comme l'Algérien Belloumi n'avaient pratiquement aucune chance de s'exprimer. Je vous ai dit que les crampons volent bas, c'est une erreur. En fait, ils volent haut, très haut, à l'image de cet attentat de Tidjani sur Belloumi. Carton jaune seulement pour le Marocain, alors que le rouge était 100 fois mérité. Si les arbitres ne prennent pas les choses en main, il n'y aura plus beaucoup d'artistes en l'an 2000. Score final, 1-0 pour le Maroc. Écoutons El Adaoui. Ouais, les amis, on est toujours à la recherche des explications qui expliquent, qui justifient nos piètres performances en Coupe d'Afrique. Et vous venez d'entendre là, à l'instant, une très belle vidéo qui en fait est extrait d'une chaîne française. C'est la bande son d'une chaîne française où on parle de la violence de la CAN. On parle d'un tibia cassé, d'un arbitrage laxiste. Et c'est une chose qu'on a souvent mis en avant dans le foot africain. C'est le côté très physique du foot africain. Mais pourquoi j'ai voulu passer cet extrait sonore d'une chaîne française? C'est parce que ce match dont il est question est un match entre deux équipes maghrébines et qui se joue au Maroc. Donc en fait, c'est un Maroc-Algérie de 88. Donc loin des clichés qu'on a en tête, le foot disons agressif ou physique n'est pas forcément subsaharien, c'est pas forcément Cameroun et Nigeria. Ça peut être également dans le nord de l'Afrique et c'est pas forcément des CAN qui se jouent en Afrique subsaharienne non plus. Ce sont des CAN. Cette CAN là dont il est extrait cette vidéo est une CAN nord-africaine, une CAN marocaine qui est perçue par la France comme étant le royaume de l'arbitrage laxiste et de la mise en danger des joueurs. Alors c'est une excellente façon d'aborder la deuxième possibilité d'explication. Est-ce qu'au niveau du jeu de football, est-ce qu'on peut avoir une explication pour justifier notre échec? C'est-à-dire, est-ce que la façon dont se pratique le foot, est-ce que la façon dont nous jouons au foot nous rend vulnérables dans cette compétition? Et pourquoi? Je pense pas que ça nous rende vulnérables. Quand tu regardes, alors après, je vais pas faire comme Fadel et découper les statistiques comme je veux, mais si tu regardes les vainqueurs par zone géographique, l'Afrique du Nord a un tiers des vainqueurs, puisque tu as 11 CAN gagnés par l'Afrique du Nord sur 34 éditions. Bon, ça fait un peu un Al-Qaïd, parce que l'Égypte en a 7 et puis tous les autres. C'est ça. Mais en fait, tu sais, on aurait pu faire la même émission sur l'Algérie ou la Tunisie. En fait, l'échec, il est maghrébin. Voilà. Mais l'Afrique du Nord a quand même 11 CAN, t'en as 11. En fait, tu as fait pire que Fadel. Dans ta mauvaise foi statistique, tu as fait pire. Je l'assume. Et tu en as 11 pour l'Afrique de l'Ouest, donc Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Sénégal. Donc l'Afrique du Nord est quand même présente. On dit souvent que la CAN, c'est un niveau technique très élevé, c'est très physique. Oui, effectivement, on l'a vu sur cette édition. Quand tu compares la qualité du jeu à une Champions League ou à la Coupe du Monde qui est encore il y a 1 an et demi, c'est pas le même niveau. On est plus dans l'engagement, on est plus dans le physique, certes, mais c'est pas forcément un jeu qui est très différent de ce qu'on peut pratiquer en Afrique du Nord. On n'est pas non plus sur des modes de jeu, on n'est pas en Afrique du Nord, tiki-taka,
On fait pas. Il n'y a pas du d'explication yoga. technique pour toi. Pour moi, il n'y a pas de différence technique Parce que moi je vais te dire, profonde moi, et de différence physique moi, profonde cette dernière entre CAN, les compétitions. Cette dernière CAN, elle m'a ravi. J'ai passé un mois à regarder ça avec vraiment du plaisir, un vrai plaisir. Et à partir des matchs à élimination directe, quand j'ai vu l'intensité que mettaient les équipes, je n'ai jamais vu ça chez nous, quoi. C'est-à-dire cette capacité à pousser au mental pendant, bon, on parlera de mental après, mais ouais, non, mais regarde les prolongations des matchs qui ont eu besoin de prolongation, les prolongations qu'ont fait par exemple les Ivoiriens, et regarde nous, nos deuxièmes mi-temps du premier tour. Oui, alors après, si tu regardes nous et nos deuxième mi-temps, mi-temps, pas des prolongations. Alors tu vas me dire c'est pas la même chose, c'est San Pedro. Si tu regardes nous et nos deuxième mi-temps, on va parler plutôt de la préparation, de l'état physique dans lequel on arrive et de la façon dont on a fait la sélection de l'équipe. C'est pas technique, c'est un choix alors, je te parle ponctuel. Techniquement, quand tu regardes, et c'est pareil, on va ressortir quelques statistiques, si tu considères l'ensemble des matchs de la CAN depuis sa création comme une sorte de championnat, tu mets 3 points pour une victoire, 1 point pour un nul et 0 pour une défaite. Donc tu as fait ça. J'ai les informations. J'ai trouvé ça. Il a fait même les XG. Non, je fais ça. 72. Je faisais ça pour la Coupe du Monde jusqu'à il y a quelques années. Mais heureusement, il y a des gens encore plus barrés que moi sur les réseaux sociaux qui je pense que le font. Eux sont payés pour. Peut-être aussi. Donc le Maroc est 6e au niveau continental. Ah oui. On a un ratio de victoire. Mais c'est les phases finales. Sur toutes les phases finales. Non. On est 6e, derrière le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et l'Égypte. Et on a un ratio de victoire de 40%. On gagne 40% de nos matchs. Au premier tour. Alors, au premier tour, non, mais c'est intéressant. Ça veut dire on gagne 40% de nos matchs. Les seuls qui font mieux, encore une fois, c'est ceux qui sont classés devant nous. On gagne 40%. 40% de nos matchs. C'est pas énorme. L'Algérie en gagne moins en pourcentage. Non, on est 6e. Les meilleures équipes même dans les championnats, c'est aux alentours de 50 à 60% de victoire. L'Égypte, c'est énorme pour une équipe qui gagne pas en fait. Ouais, c'est énorme. L'Égypte, c'est 54% de victoire. Par contre, encore une statistique un peu de mauvaise foi. Ouais. Sur le tableau des médailles, nous sommes 14e. Je te dis pas le contraire. Je te dis que derrière, on ne gagne pas. Par contre, sur la continuité, sur l'ensemble des matchs, on réussit quand même à en gagner énormément, à être dans le top du classement pour ce qui est de la régularité. Dès qu'il y a la pression, on n'est plus là. On n'est plus après, là. on peut reparler. Tout ça, c'est en phase de groupe. Ouais, tout ça, c'est en phase de groupe. Parce qu'on n'a fait que des phases de groupe, en fin de compte. Mais quand tu regardes, on est mieux classé que l'Algérie, mieux classé que la En vérité, Tunisie. je comprends cette statistique parce que les phases de groupe, déjà pour information, il faut quand même rappeler qu'on parle d'une compétition qui a beaucoup évolué. Entre la compétition de 2024, enfin 2023, disons juin 2024, où tu peux arriver en finale ou gagner la CAN avec 3 points au premier tour, la Côte d'Ivoire, ou bien la Mauritanie qui se présente le dernier match contre l'Algérie avec 0 points et qualifiable et qualifié. Ça n'était pas comme ça avant. C'est-à-dire qu'on est sorti de dizaines de CAN avec 3 points et 4 points. Oui, mais justement, on est sorti de dizaines de CAN avec 3 points et 4 points en ayant perdu des matchs ou en ayant fait des matchs nuls. C'est ce que je te dis. Mais quand tu rassembles l'ensemble, on est quand même sur un ratio de victoire qui est très important. On fait quand même 74 matchs sur l'ensemble des CAN. Encore une fois, il n'y a pas d'explication technique. Parce que moi, j'ai une petite explication technique à vous proposer. On parle de foot, là, on parle de ballon. Est-ce que, alors il y a un côté mental, mais c'est plus facile pour nous de mettre des murs contre l'Espagne, de mettre des blocs contre la Belgique, que d'aller en CAN avec l'obligation, j'ai envie de dire, de faire le jeu, parce que ton adversaire, c'est une sorte de Maroc quand il est en Coupe du Monde. C'est-à-dire que on passait d'une équipe défensive en Coupe du Monde, qui a été celle des 2 grandes Coupes du Monde qu'on a faites 86 et 2022, ce sont des équipes défensives, des équipes qui mettent des blocs, qui attendent, qui piquent en contre sur les coups de pied arrêtés, mais qui ne font pas le jeu, enfin qui sont plutôt en mode passif bloc. Passer de ça à la CAN, où tu es censé quand même avancer et essayer de construire ta victoire, c'est plus compliqué que nous. En tout cas, j'ai trouvé... Pour moi, ce facteur-là tient plus à la mentalité de nos entraîneurs et des entraîneurs marocains, ou en tout cas de l'histoire tactique au Maroc, où on a quand même un jeu beaucoup plus défensif qu'offensif. On ne crée pas de jeu. La plupart de nos entraîneurs marocains sont plutôt des entraîneurs qui bétonnent, qui assurent un bloc et qui ne sont pas dans... du tiki-taka, de la fantaisie. Donc ça tient plus... Ça me dérange pas. Ça tient plus à ça que à la qualité de nos joueurs ou à des problématiques purement techniques. Quand tu regardes les joueurs marocains, ce qu'on produit le plus, ou même les Marocains de l'étranger, puisque c'est quand même un des viviers aujourd'hui dans lequel on pioche depuis une vingtaine d'années, on produit beaucoup plus de milieux de terrain et de milieux offensifs qu'on ne produit de grands défenseurs ou de grands attaquants. Oui, tu as Neibet, tu as Naïef, etc. Mais on produit des gens qui peuvent faire du jeu. Donc on pourrait en faire. On n'est pas juste une équipe qui bétonne.
Moi, cette analyse 2022-2024, pour moi, elle fausse l'objet de ce podcast. Parce que notre prestation en 2022 a fait que dans le monde entier, en incluant l'Afrique, le Maroc était le favori pour gagner. Et donc, on a comparé ce qu'on a fait en Coupe du Monde avec notre prestation en Coupe d'Afrique 2024. Alors que notre échec lors de la CAN, lors de toutes les CAN, notre parcours en CAN depuis 60 ans, ou depuis 50, l'analyse est différente. Et où on retrouvera les mêmes éléments qui nous ont ramenés là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 2021, la CAN 2021, on ne disait pas nos matchs qu'on a joués en Russie 2018, on était des blocs bas. Et ce qui fait, il y a la particularité de cette CAN, c'est que, on est favori par le statut de demi-finaliste de Coupe du Monde et que tout le monde, quelque part, attendait le Maroc dans quel état de forme il doit être. C'est la sensation. Mais ça, c'est normal. En fait, ce que tu veux dire, c'est que l'échec de cette année ressemble à tous les autres échecs. Il ressemble à tous les autres échecs sur les fondamentaux. Oui, mais il y a eu d'autres moments comme ça. 98, par exemple, on a une très belle équipe avec Henri Michel et on se plante juste avant. Alors la CAN était avant, c'était la fameuse de Sandre Berja, etc. 2007, on fait un match nul extraordinaire contre la France. En France, on bat le Sénégal 3-0, encore avec Henri Michel, son retour, et on explose en CAN contre le Ghana. C'est-à-dire que cette espèce de dichotomie, on arrive, on fait des bons matchs, alors c'est pas une Coupe du Monde demi-finale, mais une bonne Coupe du Monde 98, ça donne rien après, ou rien avant, c'est le même groupe, hein. Une bonne Coupe du Monde extraordinaire 2022, les Coupes du Monde on a l'impression qu'elles sont complètement à côté, c'est autre chose. Oui, mais enfin, sur le plan purement footballistique, tu prends exclu 2023, mais les deux derniers échecs, on perd contre l'Égypte au Gabon en quart, en ayant mené 1-0, donc on s'est très vite replié. C'est la suivante. Oui, c'est la suivante. On s'est très vite replié derrière et on a voulu bétonner, on n'a pas réussi, on s'est pris un but puis un autre en prolongation. L'élimination contre le Bénin, là on est favori, c'est à nous de faire le jeu et on réussit pas et on rate un péno dans la dernière minute. On peut sortir des exemples dans les deux cas. Il y a des cas où on a à faire le jeu et on n'y arrive pas. Il y a des cas où on doit défendre. Contre l'Égypte au Gabon, on a fait le jeu. Et on a perdu. Alors, on en a parlé au téléphone, tu m'as dit peut-être qu'on n'a pas les bons joueurs pour la CAN. Mais si on n'a pas les bons joueurs, on met d'abord en place un vrai diagnostic de pourquoi on n'y arrive pas en CAN. Là, on est en train de faire une tentative entre nous, mais il faut aller plus loin dans cette réflexion. Et de cette réflexion, on va peut-être déduire certaines décisions qui relèveraient peut-être du choix de joueurs. En tout cas, pour moi, en 2023... du choix de joueurs du moment, du choix de type de joueur, de physionomie, on ne parle pas d'une liste, on parle de l'idée générale. L'idée générale, de l'idéologie je suis qui d'accord. nous permettra... Et là, on revient à l'aspect politique, ça n'a jamais été fait. Fadel, je suis d'accord avec toi, parce que moi, un de mes axes depuis cette CAN, c'est de dire qu'on n'a jamais fait les bons choix en termes de comment on construit l'équipe. Et c'est pour moi criant en 2024, sur cette Coupe d'Afrique, puisqu'on va jouer en Côte d'Ivoire, on sait que ça va être des conditions très compliquées, qu'il va faire chaud, qu'il va faire très humide, donc tu sais que le physique va être un facteur important, ça va se jouer au physique, ça va se jouer à l'engagement. Dans nos 11 titulaires, on a 4 mecs potentiellement qui sont blessés, qui ont fait des préparations tronquées, des saisons tronquées ou qui sont sur le point d'être blessés. On part avec Amler qui n'a pas tellement joué cette saison. On part avec Ziyech qui a une dizaine de matchs sur toute la saison, qui n'est pas en grande forme. On part avec Bouffel qui n'est pas capable de tenir plus de 45-60 minutes sur un match. On part avec Mzalaoui qui revient de blessure, qui n'a pas joué depuis un moment. Donc physiquement, on n'y est pas. Et ça, c'est dans nos titulaires. Alors, je crois que vous ne parlez pas de la même chose. Hein. Ce que tu as dit est très juste, mais ce que dit Fadel, c'est autre chose. Parce qu'en fait, Fadel, je pense, tu me contredis, par exemple, la France, quand elle a perdu 2 demi-finales contre l'Allemagne, la RFA à l'époque 82-86, se dit on a un déficit physique, on se fait marcher dessus. C'est pas ça, c'est qu'ils ne participent pas 90 et 94. C'est ça. Non, mais ils disent quoi ? Ils disent en fait, on a un déficit physique. Parce qu'ils analysent les défaites contre l'Allemagne comme un problème physique. Oui, c'est ce que je dis aussi. Mais c'est ce que dit Fadel, mais c'est ce que je dis aussi. Oui, mais je veux finir l'exemple en disant finalement, ils vont fabriquer des centres de formation, c'est Boulogne qui fait ça, qui va donner la génération 98, où il y a une masse incroyable de numéro 6, et ils gagnent la Coupe du Monde 98 avec 4 numéros 6 au milieu de terrain, c'est-à-dire Deschamps, Carambeu, Petit et De Sailly derrière. De Sailly derrière, mais on est quand même devant des gros blocs qui vont devenir énormes. Voilà. Et l'Espagne, avec la même réflexion, va aboutir à on veut des petits
petits milieux de terrain qui font du tiki-taka. Et de tête, je pense que Iniesta n'aurait pas réussi les tests au centre de formation français. Donc ils ont formé. Le problème qu'on a chez nous. Ou de Saïd n'aurait pas réussi en Espagne. Exactement, c'est techniquement, exactement. Sauf que chez nous, on n'a pas ces centres de formation. Nous, on a délégué un peu la formation de nos joueurs à l'étranger. Donc on pourrait décider aujourd'hui de jouer en 4-4-2 losange ou bien ce que tu veux, ça changera rien. Vu que c'est pas ces joueurs-là qui vont arriver en équipe nationale. Donc c'est aussi un problème qu'on a perdu la main techniquement sur notre équipe. On n'a pas tellement perdu la main parce que tu as quand même l'académie Mohamed VI qui produit des joueurs. On en a quelques-uns qui finissent en équipe nationale. Donc on a quand même la main. C'est juste que pour moi, on n'a pas fait ce constat et on n'a pas pris cette décision-là. Et c'est pour ça que je donne l'exemple de cette CAN. On repart avec les mêmes idées que si on allait en Coupe du Monde, etc. Ok, on construit un groupe, mais il y a quand même un facteur physique. Tu voudrais qu'il y ait une équipe CAN, une équipe Coupe du Monde, c'est la théorie de... Non, c'est pas la théorie, c'est juste que quand tu vas en Coupe du Monde, tu prends peut-être moins l'aspect physique en question, parce que tu vois bien que des équipes comme l'Argentine ou d'une équipe comme l'Égypte sur sa dernière CAN, elle la remporte en ayant fait 2 ou 3 prolongations avant. L'Égypte, quand ils les éliminent et qu'ils la gagnent, ils font à toutes les étapes des prolongations. Donc le facteur physique, certes, il peut exister, mais il n'est pas aussi prégnant que là en 2024. Et nous, on le prend jamais en compte. On emmène un mec, il est blessé, il n'a pas joué depuis 2 mois, c'est pas un problème. C'est un problème. Les gens, ça a été beaucoup critiqué, ça, ce que tu dis. On fait une émission de radio RTN, je peux te dire qu'on en a beaucoup parlé. Mais tu tends une perche, en fait, parce qu'on parle de foot, de ballon, donc il y a le côté technique, on en a parlé, tu dis finalement, il n'y a pas de raison. Il y a le côté mental. Est-ce que mentalement, on n'est pas devant un blocage psychologique? C'est-à-dire que, concrètement, un peu comme le Real se présente en Ligue des Champions avec déjà un ascendant moral, un peu comme Liverpool quand elle reçoit Anfield, les gens disent qu'ils ont déjà un demi-but d'avance sur l'adversaire parce que tout le monde est convaincu qu'ils vont gagner. Newcastle quand ils jouent à St. James Park. Est-ce que les Anglais, jusqu'à il y a très peu de temps, dès qu'il y avait une séance de tir au but, ils éteignaient la télé, ils allaient célébrer la défaite. Est-ce qu'on n'est pas, nous aussi, devant une sorte de, j'ai envie de dire, de blocage mental, quoi? Et là, juste pour illustrer ça, je vais vous faire écouter une petite, encore une fois, un extrait d'un match extraordinaire, ce fameux Maroc-Cameroun de 1988. Écoutez le commentateur marocain qui parle de l'équipe du Maroc. On est devant une défaite traumatisante 1-0 au stade d'honneur. Et écoutez ça. جوزيف أنطوان بيل عملاق مثله مثل توماس نكونو الاسم الذي يجب أن نتحدث عنه كثيرا وهو الذي لعب لفريق إسبانيول برشلونة اللاعب أولي أولي كرة مع أولي أولي ماذا سيفعل أولي أولي ومر الكرة خطيرة المنتخب الكاميروني وتوغل من اللاعب روجي ميلا يسقط على الأرض وجه روجي ميلا يسقط وركلة جزاء للمنتخب الكاميروني ركلة جزاء للمنتخب الكاميروني إذا حكم المباراة على ركلة جزاء كانت الكرة في الجهة اليمنى الحارس ذهب إلى الجهة اليمنى وصد الكرة مرة أخرى قلت أن اللاعبون المغاربة صراحة لا يرتكبون الأخطاء هذه سذاجة من اللاعبين المغاربة لماذا المغاربة يفقدون أعصابهم بعد احتكاكهم مع الكاميرونيين هذا لا أعرفه لا أعرف لماذا المنتخب المغربي لاعب المنتخب المغربي يفقدون أعصابهم المدرب جون كلود لوروا مدرب كبير ويجب أن يفطن لذلك المدرب البرازيلي جوزي فاريا لهذه العملية عملية الحيلة من قبل الكاميرون هذه ركلة حرة خطيرة للمنتخب الكاميروني لكن تدخل الدفاع. Voilà, alors mentalement, est-ce qu'on est en place, Fadel? Alors quand on écoute les journalistes marocains, les suiveurs dans les réseaux sociaux, etc., il y a cet aspect de rotoba, la température, en fin de compte, c'est des conditions difficiles. Moi, je trouve que c'est la plus grande insulte qui peut exister à l'intelligence des gens. Parce que c'est ce qu'on appelle dans le langage les fameux Edrel qui étaient à chaque fois que qui étaient vraiment utilisés dans les médias marocains. Alhamdoulilah, on va plus jouer, c'était le dernier match qu'on va jouer à 2h. Et donc, c'est comme si le Barça ou le Real commençait en Espagne, il fait entre 11 et 20. C'est ton continent, c'est l'Afrique, elle est comme elle est. Et il y aura 4 éditions sur 5 qui se feront dans des pays où il y a l'humidité, où il y a la chaleur et où il y a des pelouses très compliquées. Donc, quand moi, à la base, je pars à une CAN en trouvant des prétextes, c'est là où je reviens au mental. C'est comme si je reprochais à la CAN d'être ce qu'elle est. Le travail qui devrait être fait, c'est d'aller à la CAN comme si je partais à Agadir. Ou là, je pars à la CAN comme si je partais en France jouer une Coupe du Monde. Ou là, partir à la CAN. Le basculement intellectuel, j'ai l'impression qu'il n'a jamais été fait. Et je pense que c'est quelque chose qui est profondément intégré dans la société marocaine,
qui fait qu'on se met en contexte ou en configuration qu'on est dans une mission compliquée. Pas que par le foot. Non, parce que là, tu as 2 points. On va les détailler tous les deux parce qu'ils sont différents, ils sont intéressants. Il y a le côté, il y a la mythologie de l'Afrique qui a parfois été véhiculée par nos médias comme étant une grande source de difficulté. Mais il y a également des coupes d'Afrique qui sont faites dans l'Afrique, dans le nord de l'Afrique, où on ne déploie pas ce genre de dialectique. Typiquement. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Je peux te dire qu'un stade comme celui du Caire est très très dur en termes de pression psychologique, parfois même de violence. Mais on va pas parler de ça comme on parlerait d'un stade au Sénégal qui est beaucoup moins difficile. On a l'impression que c'est plus difficile d'aller au Sénégal qu'au Caire et c'est peut-être pas toujours comme ça. Mais il y a 2 sujets. Il y a le sujet Edrel, qui est la jungle, ou je sais pas, la savane. C'est ce qu'on a, le manque de discernement, mis tout un continent sous un seul vocable, c'était un peu de la paresse, il faut le dire, et ça a été effectivement le mot qui était utilisé beaucoup dans nos médias. Ça, c'est un sujet. Mais moi, je parle d'un autre sujet pour commencer. Je parle d'un blocage mental, psychologique, c'est-à-dire, parce qu'il y a eu des cannes qui sont faites dans le nord de l'Afrique et on n'a pas passé non plus ces fameux knockout stage. J'ai l'impression qu'on arrive dans ces moments-là en mode panique. C'est-à-dire, ça va encore nous arriver, on va pas y arriver, c'est le jour où on va craquer, ça ne peut pas être aussi simple. Et on a développé, pour moi, une culture de la loose. Ce que j'appelle une culture de la loose, c'est à trop perdre, tu t'habitues à perdre et tu n'arrives plus à te révolter contre l'idée de perdre. C'est l'inverse du cercle vertueux, si tu veux, d'équipes qui arrivent et qui déjà, par leur nom et leur mental, arrivent à inverser les situations. Et moi, à part Edrel, on en parlera plus tard, j'ai l'impression que psychologiquement, on arrive dans un état à se dire, c'est là où normalement ça s'arrête. Voilà. On l'a déjà visualisé avant de le voir se réaliser, quoi. Dans le foot aujourd'hui, le facteur mental est hyper important et tu le vois depuis des années. Tu as des blocages qui s'instaurent et des équipes qui vont tout le temps perdre alors qu'elles sont peut-être meilleures. Tu as l'exemple Benfica avec leur malédiction. Le PSG en Ligue des Champions. Alors, évidemment, ils vont la gagner cette année pour me faire taire. Le PSG en Ligue des Champions, la Juventus qui aussi perd énormément de finales. Enfin, les Anglais. C'est effectivement un facteur très important et qui est forcément en jeu ici. Quand sur les 3 dernières CAN, on sort 2 fois en ayant raté dans les dernières minutes un péno qui pouvait nous permettre soit d'être qualifiés, soit d'espérer. Il y a un problème mental. Donc oui, il y a un problème mental. Mais ce qui est incroyable, c'est que dans les 10 dernières années, puisque Fadel fait des stats sur 10 ans, je le fais de tête, je me trompe, on a gagné, je pense, 10 coupes africaines. On a gagné 2 CHAN, 2 Ligues des Champions, laisse-moi le dire, c'est quand même pas rien, et 2 coupes de la CAF avec Berkane, et 2 coupes de la CAF avec Raja. Ça fait 2, 4, 6, 8. Donc pourquoi il n'y a pas de... Mais c'est pour ça que je te... C'est pour ça il reste quelques années, tu dis le MAS ou le FUS. Ouais, le MAS, le FUS, les phares. Les phares, bien sûr. Mais c'est pour ça que quand on parlait au début de facteurs purement footballistiques, pour moi, il n'y en a pas, parce que on les gagne, les autres compétitions, on les gagne en club. Mais est-ce qu'on prend les bons joueurs? C'est la question de Fadel, parce que tous ces gens-là qui ont joué des finales africaines, ils sont jamais dans les CAN. Et d'ailleurs, quand on perd contre une équipe de CHAN, parce que pour moi l'Afrique du Sud c'est une équipe de CHAN, l'Égypte de Kahraba et compagnie, si tu enlèves 2 ou 3 joueurs, Nini, Salah et compagnie, c'est une équipe de CHAN. C'est pas ces joueurs-là qu'on a. Juste pour donner une parenthèse positive qui s'est passée. On n'a pas été que ridicule en CAN. Non. Quand je prends la période 75-90, alors vous me direz encore une fois, tu choisis ton début et ton fin, mais il y a eu quand même 15 ans de bons résultats. On n'a pas gagné toutes les CAN, on en a gagné une, mais on a fait 4 demi-finales, je crois. En Égypte, au Maroc et au Nigeria. Plus une CAN. Et on a fait beaucoup de demi-finales. Beaucoup de bons jeux, on va dire, de jeux cohérents. On n'était pas si mauvais pendant cette parenthèse. Et il faut aller chercher aussi pourquoi, pendant un moment, le Maroc n'était pas si mauvais en CAN. J'ai une partie de la réponse, mais clairement, je n'ai pas toute la réponse. C'est qu'il y avait une cohérence. Il y avait une cohérence de cette équipe nationale. Et il y avait aussi certains aspects qui relèvent de... je vais peut-être paraître populiste, moins de confort, moins de questions posées, moins de où je vais, où je joue. Nigeria, demi-finale. Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire bis. En sachant que Hadek Louakt, déjà... L'Éthiopie, la victoire d'Éthiopie. L'Éthiopie où il y a un avion qui, dans le réacteur, prend feu. Entre Dirdawa, qui est le lieu du... Enfin, c'est un traumatisme dont ils te parleront tous aujourd'hui, ceux qui sont... J'ai l'impression que... Fchouch. Il y a un aspect fchouch. Il y a un aspect fchouch. Le point, ما تقطعنيش الوسط. كثرنا من الفشوش. Et on a été renforcé dans notre fchouch par la Coupe du Monde. J'ai pas envie que Raja, sa finale de Coupe du Monde, a été un peu sa malédiction sur plusieurs années, avec des effets jusqu'à aujourd'hui.
Je ne veux pas, d'abord, il ne faut pas qu'on revienne dans 10 ans dans ce podcast en disant les mêmes choses qu'on a dit peut-être aujourd'hui. Donc il faut qu'il y ait un changement. Et donc, ce n'est pas une question de chouche, c'est une question de allons-nous à l'essentiel. Où là, on met trop d'efforts et d'énergie dans l'accessoire. Alors, je ne suis absolument pas d'accord parce que là, on dérive complètement du sujet mental. Chouch, pour moi, ce n'est pas le mental. Et sur cette CAN... c'est caractéristique. Juste pour alimenter ça, ce truc avant de te donner la parole, ce qu'il a dit m'a rappelé une phrase de je ne sais quel stratège militaire qui disait « Une grande victoire est un grand danger ». Tu peux continuer. Je peux continuer, très bien, merci. Et merci pour cette admirable citation inconnue. Je disais, le chouch et prendre l'exemple de la CAN et faire l'opposition avec ce qui s'est passé il y a 30 ou 40 ans, parce qu'on parle des années 70-80, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Avant cette Coupe du Monde, on a quand même 15 ans ou 20 ans où on ne fait pas grand-chose et il n'y a pas la Coupe du Monde pour te dire il y a le chouch. Quand je parle de mental et quand on parle de mental dans le foot, c'est indépendamment du joueur. C'est vraiment la notion de collectif qui est abattue et qui sait qu'il ne va pas y arriver et qui du coup n'y arrive pas. Tu as donné l'exemple du Real en Champions League au début. Bah oui, mais le Real, c'est pas une question de joueur, c'est plus une question de joueur. Aujourd'hui, le Real joue. C'est la culture de l'équipe. C'est la culture de l'équipe et du collectif. Aujourd'hui, ils ont Rosselló en avant-de-pointe. Tu vas pas me dire que c'est le même niveau que Cristiano Ronaldo. Pourtant, ils sont favoris et ils vont aller à un niveau avant. Et cette culture, tu pourrais ramener les mecs qui ont fait les finales au Raja, au WAC. Tu pourrais les ramener, les remettre dans cette équipe. Cette culture de quelque part de la loose va s'imposer. Non, parce qu'ils ont gagné le CHAN. Ils ont gagné le CHAN. Oui, ça veut dire que pour toi... Pas à domicile. Pour toi... C'est la seule compétition qu'on a gagnée à l'extérieur. Parce que moi, je veux pas comparer les coupes africaines et les CAN. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est un monde entre aller jouer, faire un voyage de 3 jours et ramener un 0-0 et d'essayer d'inverser la tendance à Casa ou Balkan, c'est une chose. Aller passer 3 ou 4 semaines en vase clos, etc., c'est très différent. C'est pour ça que je mets beaucoup en avant la victoire pendant le Covid, je crois que c'est 2021 ou 2020, du CHAN des Marocains au Cameroun. Parce que c'est une expérience assez unique d'un déplacement en mode CAN, parce que c'est pas la même chose. C'est pour ça que je pense que une des choses, c'est qu'on n'a pas assez regardé cette victoire, on n'a pas assez essayé de comprendre comment on l'avait fait, parce qu'il y avait quelque chose, peut-être une chose à récupérer là-dedans. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est est-ce que tu parlais du profil des joueurs, si on parle du profil psychologique, est-ce que dans les joueurs marocains aujourd'hui, les Saïbali, Khannous, les joueurs qu'on Bouffel, dans leur vécu de joueur professionnel, est-ce qu'ils ont des finales? Est-ce qu'ils ont des matchs à haute intensité émotionnelle? La plupart, la réponse est non. Nsairi, oui, il a des finales d'Europa League, etc. Nsairi, Bouno, voilà, exactement. Mais tu as, pour moi, beaucoup de joueurs, Amlah, qui n'ont pas, jamais, dans leur vécu de professionnel, au niveau de l'intensité émotionnelle de ce qu'ils vivent, ils sont largement en dessous des botolistes. C'est-à-dire que pour moi, Atertla, par exemple, qui a vécu des finales, des derbies, des machins, etc., a l'habitude des gros enjeux et de la pression, plus que quelqu'un qui va être, disons, peut-être mieux formé, mais en réalité, moins outillé mentalement à jouer un match à qui tout double. J'ai cette impression-là, peut-être que je suis à côté de la plaque, mais comme on est dans le chapitre mental, ça me semblait important à parler du vécu émotionnel des joueurs, comparé au vécu technique, où là, effectivement, l'Europe te forme mieux, mais dans leur vécu des équipes de milieu de tableau, ils ont rarement des matchs au coup près comme ça, avec un public de malades, avec toute cette entre guillemets, cette hostilité que vivent les gars ici. Hein. Ils la vivent, j'ai envie de dire, sur une base hebdomadaire. Hein. Bah, écoute, je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, c'est pour moi deux faces d'une même pièce. Toi, tu ramènes l'aspect mental individuellement à chacun des joueurs. Toi, tu parles de culture collective. Et moi, je parle de culture collective. Et pour moi, oui, ok, il manquait peut-être de relais supplémentaires, mais je pense que entre Bounou, Nsairi, tu as Naïf Aguerd qui est quand même qui fait une très bonne carrière, qui est quand même sur des clubs où il y a une forte pression. Je pense qu'il tient la baraque aussi. Saïs. Enfin, tu as des mecs dans le vestiaire qui ont capacité à gérer cette pression et à accompagner les plus jeunes ou les moins forts. Mais ça peut se discuter. Mais collectivement, on n'a rien. On n'a pas ce contrôle, cette gestion du mental. Est-ce qu'on n'avait pas au Qatar, quand on voyait l'ambiance qu'il y avait... Est-ce qu'on n'a pas cassé le... On parle en général sur les CAN et on essaie de trouver des raisons pour expliquer tous ces échecs. Mais typiquement, si on fait un podcast inversé en disant pourquoi on a réussi en 2022, et cette espèce d'insouciance, ces rigolades qu'on avait, c'est la demi-finale, peut-être qu'il y avait un coach mental au Qatar qu'on n'avait pas en... Il y avait surtout... le coach mental, quand je dis coach mental qu'on avait au Qatar, c'est peut-être les mamans qui ont détendu l'atmosphère des... C'est peut-être Yamir aussi. C'est peut-être Yamir aussi. Enfin, il y a peut-être des facteurs... C'est peut-être les botolistes au fond du... Écoutez le podcast. Au fond du bus. La question sur Qatar 2022,
D'abord, on est en train de voir la forme, pas le fond. Sur la forme, et tu as fait la comparaison un peu de l'état d'esprit, effectivement, on voyait des gens heureux, des gens souriants. Et avec les victoires, ça se démultipliait. Et donc, ils devenaient encore plus soudés, encore plus heureux, encore plus souriants. À la CAN, après la première victoire, tu as fait 3 points. Et tu le partages. Alors, parce que ça ne s'est pas passé. La CAN, j'ai l'impression qu'il y a un autre état d'esprit qui s'installe chez eux. Alors, je n'arrive pas à me l'expliquer. C'est-à-dire, quand on a gagné contre la Belgique, on a vu des vidéos dans le vestiaire. Quand on s'est qualifié contre la RDC avec nos 4 points, il n'y a rien eu dans le vestiaire. C'est-à-dire, wesh, c'est une évidence que le Maroc, après sa prestation Coupe du Monde, se qualifie. Mais l'état d'esprit d'Yel, Jihan, et tu es heureux d'avancer dans ta compétition, qu'on voyait chez les Angolais, après chaque match, qu'ils ont leur radio et ils dansent. On a vu toutes les équipes danser, sans exception, sur TikTok, sur Instagram. On n'a pas vu une seule vidéo positive des Marocains. Mais parce que tu n'avais pas encore brisé le... Je mets le contraste avec Qatar. Où Qatar, dès le match de la Belgique, ça commence à devenir joyeux. Qatar, tu n'as pas vu de vidéo après le match de la Croatie. Non, c'est le premier match. Justement, mais c'est ce que je te dis. Tu es qualifié après la RDC. Tu joues... Après la Zambie. Fadel, 7 points. Quand tu joues la Belgique et que tu gagnes 2-0, tu sais déjà que tu as réussi ta Coupe du Monde. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que ta compétition... Donc, allez, on a le voir, tout est enregistré. On va revenir. Donc, là, ce que je veux dire, c'est que pourquoi on est en positif? Il y a un match difficile, mais tu t'en sors contre la RDC. Contre la Zambie, tu te qualifies avec 7 points. On ne voit rien. C'est-à-dire qu'ils sont crispés. Ils savent que chaque prochain match il est peut-être le dernier. Alors qu'à Qatar, il y a eu le déclic psychologique qui est un mix de tout ce que tu as dit. Les mamans, Nachat, Chebi, les botolistes qui font les fous et qui étaient nombreux, qui étaient 11. Je ne sais pas pourquoi on est passé à 6, mais bon, ça c'est un autre débat. Et donc, l'état d'esprit n'est pas l'état d'esprit d'une équipe qui veut de la gagne. Alors là, je voudrais justement, là on va arriver à la dernière piste d'explication, lancée très bien par cette intervention. Je vais vous faire écouter un audio d'un ami à moi qui s'appelle Jean-François Pérez, qui est aujourd'hui, je pense, responsable des sports de Europe 1 et qui était longtemps à RFI. Et donc on s'est croisé beaucoup dans des CAN, en particulier au Mali, en Tunisie. C'est quelqu'un qui connaît bien le foot africain et à qui j'ai demandé, je posais la même question que celle que je vous ai posée, et qui m'a ouvert une piste que je vais vous faire écouter tout de suite et qui ressemble un peu à ce que tu dis et sur laquelle on va continuer le débat. Écoutez ça s'il vous plaît. C'est vrai que c'est un mystère qui m'étonne toujours, qui me passionne assez, que cette non-réussite des pays maghrébins en Afrique subsaharienne. Donc voilà à peu près ce que je peux t'en dire. Déjà, il y a une explication statistique. C'est que les pays du Maghreb n'arrivent pas à gagner loin de l'Afrique du Nord. L'Algérie a gagné ses 2 CAN en Algérie et en Égypte. La Tunisie a gagné sa seule CAN en Tunisie. Et le Maroc a gagné sa CAN en Éthiopie, qui n'est pas certes un pays d'Afrique du Nord, mais qui n'est pas non plus un pays d'Afrique subsaharienne. C'est un pays très particulier, vous le savez, d'Afrique de l'Est, en altitude, donc des conditions, on va dire, qui n'ont rien à voir avec celles qu'on peut trouver en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Mali, au Burkina Faso, au Gabon, etc. Donc ça, c'est pour le côté statistique. Ensuite, il y a le côté exception en Afrique du Nord qui est l'Égypte. L'Égypte, c'est par rapport aux pays du Maghreb, un football qui est extrêmement ethnocentré, avec un championnat très fort, une diaspora faible par rapport aux pays du Maghreb, et donc c'est un football qui est habitué à vivre en vase clos, et que l'équipe égyptienne joue au Maghreb, dans les zones d'Afrique de l'Est ou en Afrique subsaharienne ou australe, j'ai l'impression que cette équipe d'Égypte, elle se déplace avec les mêmes valeurs, avec la même force et avec le même potentiel de victoire finale, ce qu'elle a prouvé d'ailleurs à maintes reprises. Elle s'est notamment, je me souviens, à l'époque imposée au Burkina Faso, alors qu'il faisait extrêmement chaud en 1998, par exemple. Et il y a eu pas mal de générations égyptiennes comme ça qui ont réussi à s'imposer au fil des années, 2008, 2010, etc. Mais c'est un pays qui est très particulier, voilà, pour ces raisons-là et pour le fait que ce football soit extrêmement renfermé sur lui-même et crée une sorte d'atmosphère de clan un peu autour de l'Égypte, qui est par ailleurs évidemment aussi démographiquement un immense pays. Et puis après il y a l'irrationnel, c'est que
les pays du Maghreb, dès qu'ils passent en Afrique subsaharienne, eh bien perdent leurs moyens pour des raisons qui sont difficiles à estimer, mais sur ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu avec les pays du Maghreb, avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie au fil des années, c'est que j'ai senti quand ces tournois, quand ces CAN-là étaient organisés dans les pays d'Afrique subsaharienne, c'est qu'au bout d'un moment, il y avait une espèce de lassitude mentale, physique, presque morale, qui gagnait les troupes parce que le climat est particulier, les terrains sont particuliers, le rebond du ballon est particulier, les passes sont particulières et ça ne correspond pas forcément à ce qu'apprécient les joueurs du Maghreb. Rajoutez à ça le fait, je vous disais que l'Égypte était un pays très ethnocentré, rajoutez à ça le fait que les pays du Maghreb ont quand même une diaspora de joueurs très répandue, ce qui veut dire qu'on a souvent des nouvelles de l'Europe, on sait que les compétitions continuent, malgré tout, les coupes nationales, les championnats, etc. Et je pense qu'à un moment donné, une compétition qui dure 3 semaines, 1 mois, ça devient trop pour ces joueurs et qu'il y a une espèce de petite faillite comme ça qui se fait jour, mentale, physique, morale, je le disais, même si les joueurs ont envie de bien faire, hein, je ne remets pas du tout en considération le fait que le Maroc avait envie de gagner cette Coupe d'Afrique comme les autres, mais tous ces facteurs peuvent éventuellement expliquer la non-réussite des pays maghrébins et du Maroc en particulier dans ces Coupes d'Afrique des Nations qui sont jouées en Afrique subsaharienne et en Afrique australe. Voilà, donc Jean-François Pérez qui parle de zone d'inconfort, hein, on essaie de traduire ça, qui parle de lassitude et qui parle effectivement du fait d'être comme ça, plongé dans une ambiance où la surconscience de la difficulté peut-être te donne une faiblesse mentale que tu ne vois pas. Alors moi j'ai vécu ça en particulier dans la CAN au Mali où je m'amusais à regarder comment les équipes arrivaient au stade et comment il y avait un décalage flagrant entre les équipes, par exemple l'Afrique du Sud. On perd déjà contre l'Afrique du Sud au Mali en 2002, hein, qui arrive en dansant, ils étaient quasiment out, hein, il fallait qu'ils gagnent et nous on avait 4 points après 2 matchs. Et la façon dont ils arrivent, ça danse, ça chante. Tu as l'impression que nous, on n'est pas dans la fête. On va dans ces compétitions-là avec la mobilisation, motivation, préparation, optimisation des logistiques, tout ce que tu veux. Mais il y a peut-être un facteur un peu détachement ou fun, quoi. Qui, sincèrement, c'est peut-être ce moteur-là qui nous manque. Je sais pas comment l'expliquer. Jean-François a essayé de le faire, j'essaie de l'expliquer. Mais est-ce que ça vous semble possible comme piste? Moi, ça me semble possible et ça rajoute au facteur mental. Hein, ce que disait Fadel avant sur les vidéos, etc. Pour moi, ça démontre surtout une crispation et la peur de ne pas y arriver. Qui vient du banc, même Walid était crispé. Ouais. Qui vient c'est, encore une fois, moi je parle du collectif et de tout le groupe. Quelque part, ils savent qu'ils ne vont pas y arriver. C'est une prophétie auto-réalisatrice. Et cet aspect inconfort, tu peux le voir aussi dans les performances des joueurs dès qu'ils reviennent dans leur club la semaine suivante. C'est-à-dire que des joueurs qui ont été moyens en CAN, et ça vaut pas que pour... Le fameux pic de forme de Taoussi qui est arrivé après la CAN. Donc en fait, ils sont tellement... ils sont tellement dans l'inconfort que ça se passe très bien après. Tu regardes les matchs de Edlid dès qu'ils rentrent, de Mzraoui, et ça vaut même pas que pour les Marocains, puisque les Ghanéens, quand tu regardes... Alors là, je t'interromps tout de suite, parce que j'ai appelé un médecin pour ce podcast, et je lui ai posé la question sur les conditions climatiques. Alors ça, j'aurais dû peut-être dire ça dans l'autre partie du podcast, mais je le dis maintenant parce que je lui posais la question, est-ce que c'est génétique? Je posais la question bêtement, hein, docteur, grand médecin du sport. Hein. Il m'a dit, entre un Ghanéen qui joue au PSG et Hakimi qui joue au PSG, s'ils jouent au Ghana, ils sont dans le même état d'impréparation. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ton origine. Mais bien sûr. Encore moins, bien sûr, avec ta couleur, ça a à voir avec où tu vis, où tu exerces ton activité, etc. Et tu vas être aussi mal, le Ghanéen qui grandit à Paris sera aussi mal, peut-être... Aussi mal dans ta formation et tes réflexes, mais si mal dans... Là, il parle de l'ambition dans le mental. Je parle physiquement, c'est-à-dire la fameuse théorie comme quoi ils sont habitués à la chaleur. Non, parce qu'ils sont africains du Sub-Sahara. C'est pas vrai. C'est pour ça que quand je te parlais de... C'est pas vrai, en fait. C'est comme toi, Marocain, c'est comme si toi, Marocain, t'as l'Algébel, qui te sraf. C'est parce que ma kberti, je te mec, c'est pas... Pour revenir au point, après ta parenthèse, je vais vous donner une anecdote. Je suis toujours pessimiste. J'ai toujours été pessimiste pour les CAN depuis toujours. Et cette édition, j'ai fait un choix, assumé, d'être certain qu'on allait gagner la CAN. J'ai un Qatar, c'est très possible, et surtout du fait qu'on a une équipe solide. Et notre équipe est solide, en théorie, dans un beau stade en Europe ou la Qatar. Je l'ai su après. Bref. Donc, il y a dans un groupe WhatsApp d'amis, on fait le délire. On va gagner. L'Afrique du Sud, on va gagner. J'étais le seul dans cet état d'esprit. Tout le reste, l'histoire du Maroc, la CAN, l'Afrique du Sud, et donc, le peuple marocain est convaincu qu'on ne va jamais rien faire en CAN parce qu'on n'a jamais rien fait en CAN. Comment veux-tu que les joueurs
sortent de cet état d'esprit, les chefs, Brasso, on peut perdre. Il est toujours dans cet état d'esprit que demain, parce que c'est la CAN, parce que ça ne réussit pas, parce que c'est quelque chose d'irrationnel. Et je me suis fait allumer, l'Afrique du Sud. Il y a quelque chose, à mon avis, qui dépasse les joueurs, le staff, etc. Il y a une sorte de malédiction installée. Collective. Une culture de la loose qui a pris du temps. Là. C'est 40 ans de loose en Cannes qui a fait qu'aujourd'hui on est convaincu. Oui, mais c'est. N'extrapole pas de ton groupe WhatsApp vers l'ensemble du peuple. Guinée équatoriale. l'Afrique du Sud. Il faut dire aussi. Il faut dire aussi que la CAN est une compétition admirable dans le sens où elle impose l'humilité à tous ceux qui commentent le foot. C'est une compétition magnifique, mais c'est une compétition incompréhensible. Il faut le dire. Oui et non. Si, la statistique demi-finale, c'est quand même toujours les mêmes en demi-finale. Aujourd'hui, on a une équipe qui s'appelle la Côte d'Ivoire qui a gagné la CAN. La Côte d'Ivoire, si le Ghana n'avait pas eu un corner ou si Ziyech n'avait pas marqué, était out. Tu peux pas me passer d'une équipe qui perd 4-0 à domicile contre la Guinée équatoriale et me dire 2 semaines après c'est la meilleure équipe d'Afrique. Et ça c'est général. Ça c'est. Tu peux pas me dire. La Coupe du Monde c'était il y a 1 an. Les 5 qui étaient en Coupe du Monde sont pas en demi. Là, je suis pas d'accord. Donc il y a un côté un peu. Est-ce que tu peux imaginer que le meilleur buteur de la CAN aujourd'hui c'est Monsieur Nsué qui joue latéral droit en Espagne et que par exemple la star de la Guinée équatoriale qui a un meilleur palmarès en CAN que le Maroc sur les 10 dernières années, ils ont fait plus de quarts de finale. La Guinée équatoriale, c'est un pays d'1 million d'habitants, la Guinée équatoriale. Leur star s'appelle Monsieur Ivan Salvador. Il joue où Ivan Salvador? À Ceuta. Est-ce que toi, tu serais capable d'aligner un mec qui joue à Ceuta? C'est-à-dire, Ceuta, c'est la 3e division espagnole. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est une équipe, pour moi, c'est une compétition qui récompense les blocs, l'état d'esprit, le côté un peu funky. Et c'est ce qui nous manque. Pour moi, c'est ça. Pour moi, je leur ferai des stages de... Reda, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que sur des éditions, effectivement, il y a toujours des surprises et il y a toujours des choses inattendues. Mais sur l'analyse Big Data, c'est toujours les mêmes qui sont toujours au top. Mais en fait, Alex Malia, parce que tu parles et quand je parle au top, c'est pas le vainqueur final. Non, mais regarde. La Zambie, c'est la Grèce ou le Danemark. Il y a toujours des surprises qui relèvent un peu de l'irrationnel. Mais en fin de compte, c'est Nigeria, Cameroun, Côte d'Ivoire, Égypte. Sur les vainqueurs, tu as tort. Sur les dernières éditions, tu as eu la Zambie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Algérie, l'Égypte et le Sénégal. Et ça fait 6 vainqueurs. Et alors, tout le monde sauf nous. On ne va pas gagner toutes les CAN. Je serais satisfait. Tu veux t'installer dans le top 4, quoi. Moi, je veux m'installer dans l'équipe qui arrive toujours au 6e match. Et non pas le vainqueur final. Le vainqueur final, effectivement, sur les 10 dernières éditions, on en a eu 7 différents. Et sur Had al-Kharin Kamlin, à part celle de cette édition qui a été gagnée par la Côte d'Ivoire, les 6 d'avant, c'est 6 équipes, 6 nations différentes. Mais quand on fait le filtre un peu plus grand vers les demi-finales, voilà, c'est toujours les mêmes. Eh ben écoute, on va écouter cette petite vidéo, tiens, pour nous mettre dans l'ambiance. Gabon, 2012, c'est l'équipe d'Eric Guéretz, et voilà, c'est le lâchage mental dont on parle. هدف ثاني دانيال كوزا يسجل الهدف الثاني في أصعب الأوقات. يسجل الهدف الثاني في أصعب الأوقات. ماذا يحدث للمنتخب المغربي في هذه الأثناء؟ ماذا يحدث للمنتخب المغربي في هذه الأثناء؟ هدفين في ظرف دقيقتين. هدفين في ظرف دقيقتين. نعم هذه صراحة تقال. قبلنا اللعب في الجولة الثانية. قبلنا لعب الجابونيين في الجولة الثانية. أعطينا الفرصة للجابونيين من أجل الهجوم ومن أجل الضغط طيلة دقائق الشوط الثاني. ولكن صعب الصمود. صعب الصمود. صعب الصمود طيلة دقائق الشوط الثاني. ولا هجمة ولا محاولة مغربية في الجولة الثانية. Alors, dernière petite question les amis, on a quand même la prochaine CAN qui va avoir lieu au Maroc, la 2e, ce qui est un petit chiffre pour une compétition aussi importante et qui a lieu tous les 2 ans. 2e CAN au Maroc, est-ce que tout ce qu'on vient de dire, on a parlé de plein d'axes pour expliquer les difficultés, est-ce que tout ce qu'on vient de dire, à partir du moment où on va jouer à Rabat, Casa, Tanger, Agadir, est-ce que ça devient faux et est-ce que du coup, on va la gagner? Moi je pense qu'on est dans une configuration pire, parce qu'il y a la pression plus. Il y a la pression de bien faire chez toi. On a gagné le CHAN avec la pression.
Moi, je pense qu'on va être favoris, qu'on va être les premiers favoris, que normalement, favori, je te le dis. On devrait la gagner, effectivement, puisque l'inconfort sera plus là. Blocage mental. Le blocage mental, peut-être qu'il va être levé, puisque on va se préparer pour, et j'espère qu'on fera le bon choix de joueurs. Et on devrait normalement pas jouer sous 90% d'humidité et 35 degrés. Fadel ? Bien sûr qu'on sera favori. Il y aura un public derrière, il y aura des joueurs qui n'auront aucune excuse théorique. ديال الرطوبة والحرارة والحريرة toutes ces conneries qui nous sortent. Pour résumer, Fadel a décidé d'être optimiste uniquement sur WhatsApp et en 2024. Ça, c'est fini. Et donc, à mon avis, c'est le mental qui fera la différence parce que c'est une pression quand même de jouer à domicile. Et ça arrive tellement rarement que des équipes aujourd'hui gagnent à domicile. C'est très 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 rare. La Côte d'Ivoire, c'est une exception cette édition. Il y a l'Égypte 2006 et la Tunisie 2004, enfin dans les dernières éditions récentes. On parle de 11 éditions. Grosse faillite du Cameroun, grosse faillite de l'Égypte qui a reçu la compétition. Justement. C'est des équipes qui étaient faites pour gagner chez elles, quoi, je veux dire. À mon avis, c'est le mental pour que cette pression d'elle, tu es le favori. Cette fois, tu es le favori. Tu joues chez toi. Et il n'y a aucune excuse sur rien du tout. Ça peut se retourner quand même contre nous, donc il faudra travailler sur ça. Il faut juste noter un dernier point, c'est que sur ces dernières éditions, notamment celle-là, l'arbitrage a été exemplaire. Il n'y a pas eu d'arbitrage maison comme on a l'habitude souvent de le dire. Donc il ne faudra pas compter. Je pense pas que faudra pas compter l'année prochaine sur tout ce qu'on a analysé maison. Aujourd'hui, peut-être qu'on aura 2 cannes au lieu d'une seule, grâce à l'arbitrage. Peut-être 2. Mais par contre, 2004, il y avait un gros arbitrage maison, pas contre le Maroc, ou 86 mais en contre Égypte. Le Sénégal, le tour d'avant, j'étais à Radès, et l'Égypte également. L'Égypte 86. L'Égypte, arbitrage maison, même l'Égypte 2010, l'Égypte 86 bien sûr. Alors Maroc 88, on n'a pas eu d'arbitrage maison, ça donne une idée de notre présence. On n'en aura pas, Inch'Allah, l'année prochaine, mais on gagnera quand même. Eh ben, merci beaucoup pour ce podcast, les amis. On a traversé les explications historiques, techniques, environnementales, freudiennes, de blocage mental et toutes les raisons qui fait qu'on n'y arrive pas et dont on espère bien que dans un peu plus d'1 an on pourra écouter ce podcast en se disant il est périmé, peut-être qu'il faudrait le supprimer. Merci les amis pour ce podcast. Nous, on les connaît. Ok, ils ne nous connaissent pas. Ils vont nous connaître. Ils vont voir qui on est. Yes. قدموا واحد المقابله رغم المقابلات كثرت المقابلات الحمد لله قدمنا واحد المقابله Produit avec le soutien de Royal Air Maroc. Royal Air Maroc, Dream Africa, meet Morocco.